Nathalie Saint-Cric, bonjour. Bonjour Steve. Et bienvenue sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous de êtes m'inviter. éditorialiste politique à France Télévisions et vous publiez aux éditions de l'Observatoire votre deuxième roman intitulé L'ombre d'un traître. On y suit l'enquête d'un jeune journaliste à François Désiré concernant l'identité d'un des prétendus héros de la résistance honoré dans la crête du Mont Valérien. Nous sommes au tout début des années 60 et cet homme, Robert B, est en fait un traître. Tout ce qui concerne Robert B et son épouse Marie-Flavie est authentique et référencé, précisez-vous dans le prologue. Qu'est-ce qui vous a intrigué dans cette histoire qui raconte quelque chose du rapport parfois embué de la France de l'époque à la résistance et à la collaboration? Ce qui m'a étonné, c'est que je ne pouvais pas imaginer qu'on ait pu commettre une telle erreur. C'est-à-dire que quand on choisit 15 personnes qui sont censées représenter toute la France combattante, pour les honorer pour l'éternité, puisque les monuments aux morts sont normalement faits pour qu'on n'oublie pas, bien, je pense qu'on doit faire un tri, si j'ose dire, ou un choix. Là, il y a eu un tirage au sort et on doit vérifier les choses. Et là, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait ça, peut-être dans la précipitation, et que quand ils se rendent compte de ça, c'est une véritable panique au ministère des Anciens Combattants et à l'Élysée. Et il y a toute une série de stratagèmes pour le faire sortir et pour le remplacer, ce qui fait que quand le général de Gaulle inaugure le Mont Valérien le 18 juin 60, il s'incline devant un des cercueils qui est vide. Donc après, j'ai recherché tout sur l'identité de cet homme, ce qu'il avait fait, pas fait, mal fait, ses trahisons, pas. Et j'ai trouvé, c'est pas en soi un fait dramatique parce que personne n'est mort. Personne n'est mort. Beaucoup de gens sont morts pendant la guerre, mais j'ai trouvé quand même que c'était extrêmement violent symboliquement et que ça méritait d'être traité un peu comme un polar avec un jeune journaliste qui enquête à droite et à gauche, à qui on ferme des portes. Parce que c'est la raison d'État, faut pas montrer que c'est le cirque ou la panique. Mais qui cherche le scoop et qui s'accroche et qui tape toutes les portes. Il trouve que c'est pas possible quand même. C'est comme si vous appreniez que, enfin, c'est monstrueux dans le climat de l'après-guerre. Mais bon, il arrivera à connaître à peu près les détails. Et puis il y a autre chose qui se mêle, c'est la recherche de sa propre identité, puisqu'il est orphelin, né de père pas nommé comme on disait à l'époque, et qu'il a peur il a peur et envie de savoir d'où il vient. Normal, quand on est en 40 et quelques et qu'on est de père non dénommé, on se demande qui est son père. C'est à la fois l'histoire collective et l'histoire individuelle dont il est à la recherche finalement. Ah oui, et avec une recherche aussi, enfin une analyse sur qui a été, comment on définit les véritables résistants, parce que ça a été compliqué. Le général de Gaulle a eu l'obligation de mettre de l'ordre, parce qu'il y a des gens qui se sont revendiqués résistants 3 jours avant la fin de la guerre. Et puis il y a eu différentes temporalités. Quand on était résistant en 44 ou après la bataille de Stalingrad, c'est pas exactement la même chose que les gens qui ont été révulsés. De même que ne sont pas la même chose les gens qui ont été déportés et ceux qui ont été déportés du travail, c'est-à-dire qu'ils sont allés au STO. De même que c'est pas la même chose d'avoir tourné le regard à gauche quand on arrêtait des juifs et de les avoir cachés. C'était aussi une façon de remettre à notre époque les pendules un petit peu à l'heure et de refuser ce qu'un de mes personnages dit, la bouillie mémorielle, du genre c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est compliqué, mais on ne peut pas traiter Jean Moulin ou tous les résistants ou un certain nombre de personnes de la même façon que quelqu'un qui a ergoté, qui à la fin s'est dit tout ne se vaut pas. Exactement. Et je trouve ça très important de le répéter parce que ça fait et d'ailleurs vous en reviendrez à l'actualité probablement avec cette tout ne se vaut pas, on ne peut pas qualifier tout le monde de la même chose. Il faut avoir un cerveau, essayer d'avoir un cerveau à la fois structuré en connaissant l'histoire et structuré en regardant les faits sans a priori, mais on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Nathalie Saint-Cric, qu'est-ce que représentait pour le général de Gaulle, qui est donc au retour de pouvoir depuis 58, cet hommage rendu à ces 15 héros sur le Mont Valérien? À travers cet événement, quel récit de la France essayait-il de proposer? Le récit de la France qu'il avait besoin de proposer, probablement besoin, parce que revenant au pouvoir en 44-45, il pouvait pas se permettre d'avoir un pays en pagaille où on réglait les comptes à droite et à gauche et où on disait en gros on va faire une épuration. Il y avait suffisamment d'épuration locale qui se faisait, en général c'était pas forcément les plus résistants qui étaient les juges, c'était des gens qui avaient besoin de faire du zèle alors qu'ils ne l'avaient pas été forcément avant, mais il voulait donner l'image d'une France unie, faire croire aux gens qu'ils avaient tous été résistants, que en gros il y avait bien des types qui avaient été pétainistes ou vigissoires, mais que bon, c'est pas si grave que ça. Pour avoir un pays, cette fameuse union nationale dont il avait besoin, il pouvait pas se permettre. Mais quand on regarde les chiffres, quand même, parce que ça a été documenté sur le nombre de résistants par rapport à la population, 400 000, 141 millions de Français à l'époque. Voilà, mais ça veut pas dire que je jette la pierre aux autres. Ça veut juste dire que
il a raconté ça. Il a, de même que le problème des Juifs n'est pas posé, pendant toute cette période-là, enfin le problème n'est pas évoqué. On considère beaucoup les Juifs comme des victimes et non pas comme des gens qui se sont battus. Au Mont-Valérien, dans la clairière des fusillés, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est mis de côté parce que ça dérange tout le monde. Et petit à petit, notamment Robert Badinter, à travailler avec Klarsfeld, réussira à réidentifier tous les Juifs qui ont été abattus pour fait de résistance et qui changera profondément la perception qu'on a des gens qui se sont battus. Et en ne les mettant pas dans un coin et en les oubliant. Et ça, c'est important pour l'image qui a pu se développer parfois en disant, en gros, les Juifs se sont laissés mener à l'abattoir. Non. Et pour ça, il a fallu attendre la fin des années 70, début 80. Il a fallu attendre Paxton en 70. Il a fallu attendre que ce soit un historien étranger qui, de même qu'il a fallu le discours du Veldiv de Chirac, et c'est 95, parce que ça dérangeait tout le monde de regarder la vérité en face. C'était plus simple. Prenez le corps des magistrats. Ils ont tous prêté serment au maréchal Pétain, sauf un, avec les lois rétroactives, avec les sections spéciales et tout. Et c'est un corps qui n'a quasiment pas été épuré après la guerre. Tout le monde est rentré chez soi, tout le monde s'est raconté une propre histoire sur ce qu'il avait fait, s'imaginant résistant profondément dans l'âme, mais pas obligé de le montrer. Et De Gaulle a essayé de maintenir cette fiction qui finalement a arrangé tout le monde, jusqu'au moment où une vraie génération d'historiens a regardé les choses en face, a reconnu la responsabilité de Vichy, de l'État français, puisqu'on appelait ça l'État français comme ça, du maréchal Pétain, qui avait la milice, qui avait tout ça, ce qui ne veut pas dire que la France... Qui a fait évoluer l'opinion publique et donc... Mais oui, en racontant les choses, mais attendez... Le politique a réagi. Il y a plusieurs versions, parce que Simone Veil, par exemple, elle considérait que la France était plutôt moins mal conduite que d'autres pays européens. Et il y en a d'autres qui étaient plus sur une vague de on doit se repentir, où on doit expliquer exactement ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Moi, mon grand-père était juste. Je suis été dans une famille où on a raconté plutôt les choses clairement au lieu de tergiverser. Donc, une fois de plus, je ne peux pas, n'ayant pas connu la période, me devenir une sorte de procureur, disant toi t'étais bien, toi t'étais mal. Non, simplement, après coup, quand Bertie Albrecht se suicide pour ne pas parler et donner les gens de son réseau, elle a sa place au Mont-Valérien. Quand la petite fille du rabbin, France, qui s'appelait René Lévy, à l'époque, rentre dans la résistance et elle-même montre un courage absolument exemplaire, sera décapitée pendant la guerre, on peut pas la mettre sur le même plan que quelqu'un qui aura essayé de s'en sortir. Ce sont des gens qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Et René Lévy, en l'occurrence, elle était et juive et résistance. Et on a un petit peu oublié pendant toute une période qu'elle était juive pour ne mettre en avant que sa résistance. La résistance, justement, Nathalie Saint-Cric. Hier, la députée LFI, on y vient donc, Daniel Obono a qualifié le Hamas de, je cite, mouvement de résistance. C'est une offense à tous les résistants, a réagi tout à l'heure le maire LR de Cannes, David Guisnard. La France insoumise a-t-elle quitté, selon vous, avec cette dernière polémique autour de la guerre en Israël et du combat contre le Hamas? Est-ce que la France insoumise a quitté l'arc républicain? Je considère, j'ai l'impression qu'elle avait commencé à le quitter, mais que ça se voyait pas trop. Et on a été plusieurs à dire qu'il y avait un certain nombre de prises de position. Je veux dire, même traiter Fabien Roussel de doriotiste, ou le faire le rapprochement avec Doriot, qui est quand même quelqu'un qui a porté l'uniforme allemand, qui s'est battu sur le front. C'est déjà quelque chose de vraiment douteux. Là, je trouve qu'il vient d'émerger la vraie nature d'un certain nombre de personnes de LFI. C'est pas tout le monde. Mais il y a un certain nombre de personnages qui ont un rapport totalement douteux à la laïcité. Mais même pas douteux, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est pas le problème. C'est assez assumé d'ailleurs. Ouais, qui chaque fois qu'on disait quelque chose en disant il y a peut-être un danger, le port du voile, la baya, un certain nombre de propos disaient oh là là, vous êtes stigmatisés, vous êtes islamophobe. On essaie de mettre une espèce de chape de terreur sur tout le monde. Là, il y a une espèce de logique, si j'ose dire. Et puis un aveuglement probablement historique, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme les gens on parlait de la guerre d'Algérie en disant que les gens du FLN c'était des gens moulins en comparant les Français à des... Enfin, tout ce genre de galimatia mémoriel, historique me semble être quelque chose de honteux. Quand on cherche un peu à savoir, on regarde comment est né le Hamas, on regarde ce que c'est qu'un résistant ou un combattant, on regarde ce que c'est que des guerres avec des militaires ou des guerres avec les civils, on regarde ce que c'est que les otages, enfin... Tout n'est pas dans de la résistance en violant des femmes ou en tuant des bébés. Non, puis attendez, la résistance c'est connoté, c'est quelque chose. On lutte contre un... Alors,
toutes les comparaisons oiseuses du genre l'occupant israélien, on peut discuter de ça, Moi, j'ai suivi toutes les négociations au moment des accords, les nécessités d'avoir 2 territoires, 2 États pour que les choses... Je suis totalement d'accord, mais on peut pas considérer que des gens qui arrivent en commando et qui tuent tout ce qu'il y a en criant à l'Akbar, c'est de la résistance. Enfin, pour moi, ceux qui criaient ça, c'est les mêmes de Daesh. C'est ceux qui vont dans les écoles pour tuer des profs. C'est les mêmes. C'est ceux qui combattent contre un ensemble de la société qui n'est pas Israël spécifiquement. Israël est en danger parce qu'elle est tout près. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a une espèce d'islamisme militant et conquérant, et qu'on ne sait pas en disant oh là là, c'est les Israéliens dans leur coin qu'on s'en sortira. Pardon, j'arrête, je m'enflamme, j'ai tort. Non. Ça sera eux, ça sera nous, ça sera tous ceux qui baisseront les bras et qui, eux, au contraire, ne seront pas résistants. Au niveau médiatique, et en France, en l'occurrence, est-ce qu'on a parfois, on est un peu trop indulgent et pas assez vigilant sur la guerre, l'information, la guerre des récits qui est menée par le Hamas? Je pense notamment à cet épisode autour de l'explosion qui a touché hier un hôpital à Gaza. Alors, ayant une certaine antériorité, y compris ayant travaillé en Israël au moment de la première guerre du Golfe, il y a effectivement probablement une méconnaissance en France. Je peux pas juger de l'Europe, mais en France, qui fait que moi j'ai vu au cours du temps le Hamas et les autres se professionnaliser dans la communication, c'est-à-dire devenir... C'est affreux à dire, c'est-à-dire livrer à Paris Match des photos. Moi, je me souviens d'une photo où il y avait un bébé on voyait des couches culottes qui nous évoquaient tous quelque chose, et le bébé était mort. Et je ne sais pas si c'était une mise en scène ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dans la guerre des images, le Hamas est devenu très bon. Et dans ce sens-là, il y a un risque de formatage de l'opinion publique. Si par hasard elle ne connaît rien, si on lui présente l'histoire d'Israël à partir d'un moment en disant ils ont envahi, sans expliquer et sans relier à la Shoah et sans relier au territoire vous voyez, donc le Hamas est devenu bon, et j'ai eu l'impression parallèlement à ça que les Israéliens avaient abandonné la guerre de la communication en se disant nous on doit se battre, on fait ça. Vous trouvez que ça a changé depuis quelques jours, depuis cette attaque terrible du 7? Alors, attendez, depuis quelques jours, je ne sais pas. Ce que j'espère profondément, pour la clarté des esprits et pour éviter qu'il y ait je prenais le métro ce matin, il y avait 2 personnes qui s'engueulaient sur le sujet. Pour éviter que tout musulman soit pris pour un terroriste potentiel et qu'on reproche aux juifs de soutenir Israël. Bref, qu'on ne fasse pas de mélange entre des choses qui n'ont aucun rapport. Je souhaiterais vraiment que toutes les images soient décryptées, qu'on ne travaille pas sur une émotion imbécile, avec des images qui peuvent avoir 2 ans, 3 ans, 6 mois, et que surtout, on explique, on relaie, sans penser qu'on est en train de nous manipuler, des images. C'est-à-dire que si il y a des auto-bombardements, si j'ose dire, pour montrer que les Israéliens sont des monstres, qu'on soit capable de les décrypter, et pas les foutre sur les réseaux sociaux, où tout de suite les gens vont s'exciter. Enfin, c'est un appel à En fait, quand vous êtes journaliste, vous avez envie de savoir la vérité, vous n'avez pas envie de vous enflammer parce que vous avez déjà pensé que les Israéliens étaient des merveilleux et les gens du Hamas des salauds, ou le contraire. Il faut regarder, et puis il faut expliquer qu'il y a des victimes collatérales. Il faut expliquer que les Israéliens, ils visent pas les hôpitaux, les écoles maternelles. Il faut expliquer qu'on met les enfants dans les écoles maternelles pour que si elles sont attaquées, voilà, il y a des victimes, qu'on puisse montrer ces victimes. Faire un travail de pédagogie. Faire un travail, c'est quand on met un terroriste dans une ambulance du Croissant Rouge. Moi, j'ai travaillé là-bas, si je vous dis ça, du Croissant Rouge, et que après, on va pas dire, regardez, ces salauds, c'est des méthodes qui sont... Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Faut le dire. De le rappeler. Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cric, d'avoir été avec nous. Je conseille vivement la lecture de votre 2e roman, L'ombre d'un traître, un roman policier sur fond d'histoire, une histoire qui est évidemment passionnante. Merci encore d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment avec nous. Bon après-midi.